Vous êtes allé chercher des fermes qui n'ont pas foncièrement une grosse valeur foncière. Vous transformez tout pour en faire des méga lieux de vie. Tu vas nous en parler, mais tu vois, avec soit piscine intérieure, soit terrain de basket, terrain de football, potentiellement des terrains de paddle tennis. Nous, la passion qu'on a au quotidien et comme on anime nos équipes, elle vient du fait que le produit nous touche directement. On était les premiers clients de nos EVG. On est les premiers clients de nos villas. Enfin, tu vois, j'ai fêté mes 40 ans dans une villa, forcément. J'ai fêté Noël avec toute ma famille dans une des villas. On fait des séminaires dans nos villas. Enfin, je suis mon premier client, quoi, et Aurélien aussi. Et donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on kiffe notre produit autant. J'espère que les investisseurs de Brick seront en grande partie des clients de Sovilla aussi. Et qui, si en plus, ils font fructifier leur argent en venant chez nous, enfin, c'est bon. Moi, j'ai bouclé la boucle. Je suis le plus heureux des entrepreneurs. Salut à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Brick Talk. Je suis avec Alexandre Martucci, un des cofondateurs de Sovilla et de Crazy EVG. Et donc je suis particulièrement ravi d'être avec Alex aujourd'hui parce que j'ai des milliards de questions à lui poser. Je sais pas si vous avez vu le film Budapest, mais ça retrace un peu le parcours d'Alex et Aurélien qui sont les fondateurs à la base de Crazy EVG. Ils vont vous expliquer comment ils sont passés de Crazy EVG à Sovilla. Film avec Manu Payet et Jonathan Cohen, donc très sympa à regarder. Je vous invite à aller voir ça juste après l'épisode. Ouais, je crois qu'il est encore sur Netflix. Encore sur Netflix. Il me semble. Ce que je te propose, Alex, c'est de te présenter, de nous expliquer rapidement ce que tu fais aujourd'hui, et après toute la genèse qui a conduit à Sovilla. Ok. Donc Alex, j'ai 42 ans. J'ai effectivement créé une première boîte qui s'appelle Crazy EVG fin 2009, début 2010, donc il y a quasiment 14 ans maintenant, et qui est toujours le spécialiste français des enterrements de vie de garçons et de vie de jeunes filles à travers l'Europe. Donc notre concept, c'était vraiment de créer une agence de voyage pour sortir un peu des sentiers battus de l'EVG classique où on fait des gages dans la rue, mais vraiment de faire un voyage avec ses potes à Budapest, à Prague, à Barcelone, à Lisbonne. Donc on a des dizaines de destinations en Europe. Et aujourd'hui, je m'occupe toujours de Crazy EVG quelques heures par semaine et beaucoup plus de Sovilla, qui est une boîte qui est née, le concept est né grâce à Crazy EVG où on a commencé à acheter des villas à moins de 2 heures de Paris pour créer des nouvelles destinations d'enterrement de vie de garçon pour les gens qui n'avaient pas spécialement ni l'envie ou les moyens de partir à Budapest ou à Barcelone et qui avaient envie juste de se retrouver entre copains et il n'y avait pas de maison adaptée, où il n'y avait pas de propriétaire qui acceptait des fêtes d'enterrement de vie de garçon, ça fait peur. On l'avait déjà expérimenté dans différentes villes, que les loueurs d'appartements étaient pas trop chauds pour recevoir ce type de groupe. Donc on avait acheté nos premiers apparts à Budapest et Prague pour justement faire face à cette demande. Et on a eu l'idée après de créer ce qu'on appelait au début des Crazy Villas, qui étaient vraiment des villas dédiées aux EVG. Et la première a vu le jour en 2017. Et puis petit à petit, on a switché vers ce modèle avec Aurélien, peut-être l'âge de la maturité. Parce que là, tu vas trop vite, là, t'en dis trop d'un coup. Bon, déjà, le film, moi j'ai regardé le film Budapest, je me suis dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Le film est ouf. Alors, il a pas forcément des super notes sur Allociné quand tu regardes, mais ce qui est génial, tu vois, c'est l'opportunisme, en tout cas, qui transpire, tu vois, qui se transmet là. Vous voyez qu'il y a un coup à faire sur Budapest pour faire des EVG. Vous n'êtes pas forcément dans l'événementiel et là vous y allez tout chousse avec toutes les galères qui peuvent arriver quand tu es entrepreneur et là tu vois c'est exacerbé, c'est exponentiel parce que c'est juste dingue les activités que vous proposez justement pour se faire un EVG, ça coûte rien. Donc tu as des groupes qui vont à Budapest et qui font n'importe quoi. Il y a de la drogue, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Okay. Bon, c'est forcément une question qu'on nous pose souvent. Moi, ce que j'aime bien dire en résumé, c'est que les 30 premières minutes du film sont assez vraies. Ouais. Et l'heure qui suit, ils sont lâchés. Manu Payet, c'est lâché, ils sont un peu lâchés. Kiff. Ce qui est un peu, il y a des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font moins plaisir. Je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, ça a dû vous desservir, hein, peut-être. C'est vrai que, voilà, il y a, d'un point de vue perso, déjà, parce que sur ta crédibilité, sur ma crédibilité et tout ça. On avait un contrat où ils devaient nous faire valider de plein de choses, mais j'ai découvert que le milieu du cinéma, les contrats, on faisait un peu ce qu'on voulait, parce qu'il y a nos droits d'image, etc. derrière. Nous, on a participé au début au scénario. À la base, quand ils viennent nous voir en 2014, donc le film sort en 2018, mais en 2014, ils veulent tourner un Very Bad Trip à la française. Donc ils nous disent, voilà, imaginez qu'est-ce que feraient 4 groupes de potes français aujourd'hui. Ils iraient pas à Vegas comme dans le film américain, ils iraient où?
Donc nous, on dit Budapest et on commence à raconter notre histoire. Puis d'un premier rendez-vous, d'un deuxième, troisième, qui était très sympa, où on nous demandait de raconter des anecdotes, là, ils nous disent, en fait, le fil rouge, ça va être la création de votre boîte. Parce que c'est encore plus marrant qu'un groupe de clients. Et donc là, ils nous posent des questions sur le business model, sur comment on a l'idée, et ils essayent d'adapter, de transposer. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire les 30 premières minutes avec ces deux gars qui ont fait une école de commerce, ça c'est vrai, qui sont en couple et qui doivent annoncer à leur nana, qui vont se créer ce type d'activité, qui n'ont jamais mis les pieds de leur vie dans un strip club et qui vont pourtant partir à l'aventure à Budapest et tout ça, c'est vrai. Qui avait l'habitude, comme on vient de banlieue parisienne avec Aurélien et qu'on a un gros groupe de potes, de se faire recaler de boîte alors qu'on a réservé, etc. C'est la première scène du film et c'est vrai, on l'a déjà vécu plein de fois. Et qui arrivaient à Budapest peuvent rentrer avec tous leurs potes et s'éclater. La petite grosse différence, c'est qu'en fait, on a vraiment, nous, testé Budapest avec des potes. Nos potes ont adoré. Et c'est en rentrant de Budapest dans l'avion qu'il y a un des potes qui a dit, mais il faut le vendre, ce truc que vous avez organisé, parce que personne va nous croire. Ouais. C'est ouf. Et ça, c'était 2008-2009. Enfin, 2009. Et dès qu'on rentre, on atterrit et on se dit, ouais, c'est quoi le business model, machin et tout. Les activités qu'on a faites là, mais et effectivement, tout le monde à la machine à café le lundi. Des vrais gars d'école de commerce. Quoi. Voilà. Et il disait, voilà. Et nous, on a remis ça dans un tout petit business plan. Quand je le regarde aujourd'hui, je l'ai encore dans mes archives. Il était vraiment hyper simple, mais on s'est dit, voilà, on va les payer tant, on va les revendre tant, et puis on va les mettre en ligne et on va acheter le mot-clé EVG. Personne ne le fait aujourd'hui. On va acheter entièrement une vie de garçon et EVG, et on va avoir du lead qui va tomber et sur Google AdWords, et puis on est parti, quoi. Ok. Voilà. Bon. Sur la partie drogue, alors je passe pas beaucoup de temps. Non, mais c'est pour dire, tu m'as dit, tu fais beaucoup de sport. En tout cas, ceux qui nous écoutent et qui regardent pas la vidéo, vous avez une personne qui est saine d'esprit devant vous. Merci. Non, nous Aurélien aussi fait beaucoup de sport, moi aussi. Sur la partie, après là-dessus, notre réponse est toujours la même et a toujours été la même depuis le début. Tout ce qui est prostitution et drogue, c'est non seulement illégal et en dehors de nos valeurs perso avec Aurélien. Ouais. Donc ça, on n'en propose pas, voilà, d'un point de vue légal et moral, mais je pourrais pas dire la morale avant le légal, mais de toute façon, on avait envie de créer une boîte, on n'avait pas envie de créer un business. Il y avait des potes au début qui nous avaient dit, ouais, vous devriez vous appeler, faire un deuxième site qui s'appellerait Dirty EVG, où on pourrait faire n'importe quoi et vendre tout ça, parce qu'effectivement, il y en a qui recherchent ça, mais nous, on a fait, non, on fait Crazy EVG, c'est déjà assez dingue comme ça. Tu vas pouvoir conduire un tank, tirer à la calache, détruire une voiture, enfin. Donc toutes les activités qui sont dans le film, là, tu peux vraiment les faire. Et on leur a fait tester, quand ils sont venus avec nous à Budapest en 2014, on leur a fait tester un max d'activités et c'est comme ça qu'ils les rentrent dans le film et qu'ils ont l'idée de les faire et qu'ils travaillent d'ailleurs avec nos fournisseurs pendant le film parce que le tournage a vraiment eu lieu à Budapest. C'était vraiment une super expérience. Et toute la partie qui est pas légale. De toute façon, on se dit aussi, même d'un point de vue business, je le mettrais en 3, si la future mariée ou le futur marié imagine que sa nana ou son mec va faire n'importe quoi en passant avec nous, on avait perdu. Le bouche à oreille était foutu et c'était voilà pas du tout notre objectif. Donc malheureusement ça ils l'ont mis dans le film et quand nous on l'a découvert, on a fait mais les gars, en plus on vous l'a pas montré, vous êtes venus à Budapest avec nous, vous avez vu jusqu'où on allait, il y avait des trucs dingues. Mais ça, non, là, voilà. Non, mais tu cherches un very bad trip à la française, tu vas rajouter ça. On savait qu'ils allaient mettre du loufoque, ils nous ont dit, les gars, on fait un film, on fait une comédie, c'est pas juste du storytelling sur vous, c'est vraiment une comédie. Donc, il y a de la drogue, donc il y a des séparations, donc il y a des moments tendus, et voilà. Comment ça se passe là? Ils t'achètent des droits au scénario? Ouais. Ils nous ont fait un contrat, Aurélien et moi, on était, alors j'ai plus le terme, mais consultant sur le film, il y a un consultant, machin, et nous, on lègue nos droits d'image de la boîte, qui finalement dans le film, ils ont appelé Crazy Trip et pas Crazy EVG, mais ils avaient le droit de l'appeler Crazy EVG dans le qui nous aurait encore plus de services, ça aurait été vraiment cool. Et après, Aurélien et moi, on leur a raconté nos vies, ils avaient le droit de l'adapter comme ils voulaient, quoi. Mais c'est ce qui est assez paradoxal. Déjà, je trouve ça très cool d'avoir un film comme ça, en plus avec Jonathan Cohen, Manu Payet, tu vois, c'est vraiment sympa. Ça fait un peu ego trip, mais en tout cas, c'est sympa sur le papier. Ça vous dessert à titre perso, parce qu'effectivement, tu sors du film, tu te dis, les mecs, ils sont partis en vrille. De l'autre côté, on voit que la boîte, elle est toujours là, tu vois, parce que la boîte, elle explose en vol dans le film. Là, tu vois que la boîte, elle est toujours là. Ça a dû vous faire une pub de malade. Ça a été une pub de dingue. Donc ça, on va pas le nier. Le film sort en juin 2018, en pleine Coupe du Monde. Donc au niveau des entrées, avec la France qui cartonne, c'est pas dingue parce que notre cible, c'est quand même un peu le gars qui regarde du foot. Donc c'était pas ouf en termes d'entrée. Mais après, derrière, surtout en 2019, quand il passe sur Canal+, VOD, puis Netflix, là, on fait une croissance de dingue. Malheureusement, juste avant le Covid, 2019 est énorme pour nous. On passe les 10 millions de CA. C'est vraiment une grosse accélération. La boîte a 10 ans, mais vraiment, on passe un cap. Et puis après, il y a le Covid, donc ça retombe. Mais... Et là, t'as pas vu plein de concurrents ou plein de gars se dire c'est énorme, viens, on lance en Pologne.
Cracovie ou d'autres destinations, tu vois. Nous, on propose toujours des dizaines de destinations. Il n'y a pas que Budapest. Ok. On a monté jusqu'à 82 destinations. Aujourd'hui, Wow. on a réduit la voilure à une vingtaine parce que on n'est plus aussi nombreux que pré-Covid. Et puis, il y a moins l'intérêt d'aller à Minsk ou machin. Enfin, on est allé super loin. À la base, Ok. avec Aurélien aussi, on a créé le meilleur métier du monde. Donc, nous, notre taf, c'était de développer des destinations. Donc, on était vraiment parti très très loin en Europe. Et c'était très fun. Là, on a regardé les 20 meilleurs. Tu es resté en Europe. Tu t'es pas dit on part à Las Vegas? On a fait Vegas et Bangkok pour faire comme dans le film. Mais c'est drôle, mais tu fais un groupe par an. Après, Ouais. c'est drôle pour Aurélien et moi de le développer, mais c'est pas très drôle au niveau business. Et même pour un groupe de potes, je me dis c'est chaud sur un week-end où tu vois Très sur. chaud. Il faut avoir le budget pour partir une semaine. Enfin, C'est ça. tu sors un petit peu de ce qu'on pouvait proposer. Nous, sans être complètement mainstream, on veut que quasiment tout le monde puisse aller faire un tour à Cracovie ou à Bratislava grâce au meilleur vol. Il y a des gens qui viennent nous voir avec un budget et qui nous éclatent nous avec ce budget-là, et on va regarder le meilleur vol Ryanair pour leur trouver la destination qui correspond à leur demande. Et c'est ça qui nous éclate aussi, quoi. C'est de faire partir des Ouais, ça, gars c'est qui sympa. n'avaient pas prévu de partir. Voilà, si tu vas aller à Vegas ou à Bangkok, c'est plus le même budget. Ou Ibiza même, hein, tu peux très vite t'enflammer, quoi. Donc voilà. Donc, plein de petits concurrents sont arrivés à ce moment-là et sont là encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on avait pris une telle avance dans le savoir-faire, dans le développement de destination, dans notre flexibilité de moyens de paiement sur le site. Enfin, il y a quand même un peu de techno derrière pour que chacun puisse payer sa part facilement, sans frais supplémentaires, etc. Et dans la marque, tu vois, je pense que moi aussi j'ai envie de le faire, ça me fait kiffer de passer par vous parce que tu vois, c'est le film, c'est ce que j'ai vu, c'est la marque, c'est l'expérience comme tu dis. Exactement. Et nous, un des trucs aussi, quand tu as développé ça depuis longtemps, c'est que tu continues à aller voir tes prestats, tu continues, et donc tu restes l'expert des destinations. Enfin, nous, on a un gros budget de déplacement, qui est un budget kiff, mais qui fait qu'en fait, toutes les équipes ont vu au moins une fois à chaque destination, donc au téléphone, peuvent te conseiller comme vont faire les vrais experts de voyage, Marco et Vasco, voyageurs du monde, etc. Enfin, c'est ainsi inspiré d'eux. Tu fais un voyage sur mesure, tu veux de la top qualité, bah, le gars que tu as au bout du fil, il connaît sa destination. Un concurrent qui se lance aujourd'hui, avant de faire 20 voyages et 20 destinations, ça va lui prendre des années et des années, s'il a les moyens de le faire. Ton concurrent, il va jouer que sur le prix. Exactement. Alors, vous donnez un peu les prix dans le film. Tu vois, c'est pas des prix qui sont exorbitants. Donc tu te dis, allez, pour économiser 100 balles sur mon voyage, je prends pas le risque de passer à côté d'un truc qui est bien organisé, où vraiment je kiffe mon week-end, quoi. Je vais me marier qu'une fois dans... C'est ce qu'on dit, voilà, il faut que tu kiffes mon week-end, il faut que ce soit au top. Le témoin qui organise pour son meilleur pote, en général, ou la témoin qui organise pour sa meilleure copine ou pour sa sœur, elle a un stress de malade, mais nous, on est là pour la décharger de son stress. Et on veut vraiment qu'il kiffe. Enfin, notre but, c'est créer des souvenirs, quoi. T'as des nanas qui partent là-bas? Je me disais, tu vois, mentalement, c'est peut-être un truc de mec, ça. Hein. Alors, les nanas vont beaucoup à Barcelone et Lisbonne. Ok. Les mecs vont beaucoup à Prague, à Budapest et aussi à Barcelone. Mais c'est vrai que t'as voilà, Europe du Sud, Europe de l'Est, même si Lisbonne, c'est quand même la 4e ou 5e destination sur les EVG. Mais ça va être la 2e sur les EVJF. T'as vraiment des différences de séjour. Après, on a lancé les filles assez tôt, 2011-2012, dès le début, parce qu'on avait des demandes. Enfin, les mecs nous disaient, ma nana, elle cherche aussi quelque chose comme ça. Alors, elle va pas faire du tir à la calache, elle va faire une balade en catamaran, elle va faire un cours de surf, elle va faire un shooting photo. Mais donc, ça nous a amené à développer d'autres types d'activités et c'était cool. Ok, très cool. Tu nous as dit donc, tu montes jusqu'à 10 millions d'euros de CA, le Covid arrive, là ça devient chaud parce que plus personne ne part. Ouais. Comment vous traversez ce moment-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous partez sur Crazy Villa? Tu vois, quel a été un peu le cheminement? Le cheminement a été assez brutal déjà, parce que le 15 mars tout s'arrête, et nous le 15 mars 2020, premier confinement, on a encore des clients en train de payer, parce que à ce moment-là, enfin les gens ils croient encore qu'ils vont partir en avril-mai, tu vois, il y a vraiment que quand le rideau tombe le 15 mars, que nous tu vois notre CA qui fait ça s'arrête net. Ouais. C'est là que tu vois les mecs qui étaient dans le business où il y avait tu vois, t'as bien la date en tête. Je me rappelais plus que c'était voilà. un 15 mars. Nous, ça arrive entre 13 et le 16, quoi. Le 13, il fait une première annonce Macron le vendredi en disant machin et tout, puis le lundi, il reprend la parole pour dire, bah, c'est un vrai confinement terminé et ça, et puis nous, notre CA, il s'effondre. On met toute la boîte au chômage partiel, et là, bah, tu le vois au niveau CA, à ce moment-là, pour faire 10 millions, t'encaisses à peu près 100 000 par jour en période haute, et nous, janvier, février, mars, les gens payent pour partir en avril, mai, juin. Okay. Les gens réservent leur EVG, finalisent leur EVG 3 à 4 mois avant. Donc là, nous, on est en pleine montée et tout ça, machin. On est 43 à ce moment-là dans la boîte, ça carbure et tout. Puis ça fait 100 000, 0, et ça fait 0 pendant 3 mois. Je te passe les détails du PGE, du machin, de la restructuration. Donc là, t'es obligé en plus de rembourser tout le monde. Ouais, et là, premier truc, c'est que catastrophe comme ça, machin, c'est un cas de force majeure. Tu dois rembourser tous les clients qui peuvent pas partir sous 14 jours.
bah là tu vois ta trésor et tu vois tout ce que tu as dehors, tu appelles tous tes fournisseurs, ils sont tous dans la même merde que toi, parce qu'on l'explosion, et il y a personne qui veut te rembourser. Donc et même les compagnies aériennes, les Ryanair, les EasyJet et tout qu'on a payé, c'est pas tout de suite qu'ils vont te rembourser, voire certains vont jamais rembourser. Donc les courbes se croisent, ça va pas, donc tu crois que ta boîte va au tapis. L'État met des mesures en marche, donc en place PGE, chômage partiel, et surtout pour les agents de voyage, donne la possibilité d'émettre un avoir valable 18 mois, en disant dans 18 mois, les gens pourront repartir, c'est sûr. Donc voilà. Sauf que nous, un avoir de 18 mois, dire au gars, ton mariage c'était cette année, mais tu feras ton EVG dans 18 mois, ça grince des dents. On se prend une étoile sur Google, la réputation, etc. Enfin, nous, on vit vraiment 3 mois en enfer. Et même à la fin de ces 3 mois, bah, personne repart. Hein. Il faut se souvenir de l'été 2020. Ok, en France, on réouvre un peu les bars et tout pour dire, ils relâchent, mais il n'y a pas de vol pour aller à Barcelone, Budapest. Enfin, les avions sont encore cloués au sol pendant encore quelques mois. Donc, et puis en plus, après, chacun des pays ouvre ses bars et ses restos pas au même moment. Donc, même au moment où tu peux décoller, bah, tu peux te retrouver à Barcelone avec les bars fermés et du lockdown à 20h. Et donc, enfin, nous, notre business, il est par terre. Tout 2020 et tout 2021. Ouais, même tu vois, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient plus partir en mariage parce que tu sais pas si tu vas pouvoir exactement inviter tes grands-parents. Exactement. Les mariages sont annulés ou se font en petits comités. Donc on dit ces petits comités, c'est que famille, donc il n'y a plus de VG. Enfin, on passe une période très compliquée. Et là, ce qui nous sauve d'un point de vue business entrepreneurial avec Aurélien, parce que nous, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de chômage partiel, on n'a pas tout ça. On a surtout des dettes de partout à ce moment-là. C'est que on a déjà acheté 3 apparts à Buda et Prague, qu'on a acheté via une SCI qu'on a constituée à côté, qu'on loue à Crazy EVG, qui après le loue aux clients, et 4 villas à 2 heures de Paris, qui accueillent des EVG qui n'ont pas le budget, comme je disais un peu au début, ou qui n'ont pas l'envie de partir à l'étranger. Donc ça, on les a déjà en perso. Ça, c'était déjà dans l'activité Crazy EVG. Ouais. Vous aviez anticipé le truc sur les petits budgets, on vous offre la même expérience, mais à 2 heures de Paris. Exactement. Okay. Ce qu'on avait créé. Et là où certains entrepreneurs achètent leur bureau et pour faire un peu d'immobilier et le louent à leur boîte, bah nous on avait acheté des actifs qui nous permettaient de les louer à nos clients sur cette SCI qui était un petit peu... ce qui est plutôt smart en plus de t'être dit je sécurise l'immobilier. Exactement. On s'est dit on va sécuriser l'immobilier, ce sera un petit peu notre retraite pour plus tard, on sait jamais. L'agence de voyage, ça reste une prestation de service avec des marges faibles et tout. On s'éclate, mais on commence un petit peu à grandir dans nos têtes au niveau maturité entrepreneuriale et tout. Donc on avait ces 7 biens qui étaient déjà à nous, qui étaient bien remboursés. Les apparts de Buda et Prague restent vides parce que y a pas de VG là-bas. Et il faut savoir que des villes comme Budapest et Prague, en termes de touristes, c'est celles qui ont le plus souffert du Covid parce qu'elles n'ont pas de touristes locaux. Autant Paris a pas trop souffert, on a un peu sans vouloir caricaturer les provinciaux qui se sont dit on peut pas aller à l'étranger, on va aller visiter Paris, on l'a jamais fait. Et Paris est resté assez solide en termes de fréquentation touristique à l'été 2020 et à l'été 2021. Autant Budapest et Prague, il y a une stat sur Airbnb qui c'est 98% de baisse de location Airbnb à Budapest et Prague en 2020-2021. 98%. C'est vraiment des villes city break avec pas de touristes locaux. Okay. Et si tu peux pas prendre d'avion pour y aller et faire un city break, que ce soit en amoureux ou que ce soit en mode teuf, les Airbnb étaient à 0. Et là, tu fais quoi? Tu l'as mis en location longue durée? On a vendu nos 3 apparts. Alors, on avait eu la chance de les acheter en 2014 et ça avait bien monté. Donc ça, c'était top. On a récupéré tout le cash. On a fait all-in pour acheter 4 autres villas. Okay. Et pour montrer de 4 à 8. Et on a transformé cette SCI perso avec Aurélien en ce qui allait devenir après Sovilla, mais une boîte qui allait faire de la location saisonnière, mais pas dédiée que aux EVG, dédiée à tout type de groupe qui a besoin de se retrouver. Ce qui a été assez cool à ce moment-là, qui est toujours dans l'ADN de Sovilla, c'est que post-premier confinement, tout le monde voulait se retrouver. Enfin, on n'avait pas vu ses potes, sa famille, ses collègues depuis des mois, et que nos 4 maisons qu'on avait mis sur le Airbnb également, elles sont parties, mais ça arrêtait pas de demandes. Fin mai, il faut se souvenir de cette époque. Ouais, parce que même pendant le confinement, en fait, les gens, moi je me suis dit Airbnb va s'écrouler. Non, t'avais tous les Parisiens qui voulaient aller se retrouver confinés justement en province. Donc dès que t'avais l'opportunité, la fenêtre de tir de partir, tout le monde partait dans le sud. Allez, pendant 2 mois, je loue une villa et je me mets bien avec ma famille, avec mes amis. C'est ça. Et donc c'est ce qui s'est passé pour ces 4 villas EVG qui avaient les EVG étaient annulés, mais on les a remis sur Airbnb. Et là, les gens nous ont dit, il y avait cette règle, il faut se souvenir de la règle des 100 km. T'avais pas le droit de faire 100 km. Dans la fin du premier confinement en mai, nos villas elles sont plutôt à 130, 140 km de Paris. Et je me souviens des fous, les mecs. On va faire 30 km de plus. Je m'en fous. Je suis un fou. Vraiment, au téléphone, c'était des discussions, mais on est passé 2 mois comme ça, à aller faire ses courses avec des gants en latex, à mettre des masques de fortune et tout. Je suis un fou, j'ai fait des faux papiers pour dire que j'habitais à 30 km. J'ai changé mon truc, bon. Et là, on voit que nos villas se louent de dingue.
Et ce qu'on se dit avec Aurélien à ce moment-là, sans vouloir trop philosopher non plus, mais on se dit, enfin, les Teams, les apéros en visio, les machins et tout, on va pas pouvoir casser le lien humain et tout, les gens vont vouloir se retrouver. Je sais pas combien de temps ça va durer, s'il va y avoir 1, 2, 3, 4 vagues, mais ce business de vie-là, on y croit, les gens vont vouloir se retrouver. Et on a des familles, on a des potes, on a des collègues qui nous ont dit, mais les bureaux sont fermés, est-ce qu'il y a du wifi chez vous, est-ce qu'on peut venir télétravailler? Enfin, notre boîte nous le paye même pas, mais j'en ai trop marre de bosser de chez moi. Et donc là, les 4 villas sont pleines. Donc nous, on fait un all-in là-dessus, on crée une nouvelle boîte, enfin, on transforme notre SCI en nouvelle boîte, on rachète des villas avec ce qu'on a vendu et on accélère sur une nouvelle. C'est incroyable, tu vois, t'es entrepreneur, tu vois un peu le truc, tu te dis, putain, c'est la poule aux œufs d'or, quoi. Il faut en avoir le plus possible. Voilà. Et donc, si on reprend dans l'ordre, vous appelez ça donc Crazy Villa au début? Ouais. On n'a pas trop d'idées. Les statuts sont déposés en juillet 2020, donc tu vois, c'est vraiment le lendemain du premier confinement. Est-ce que tu vois le move Crazy Villa, Asso Villa, c'est pas parce que justement ça vous desservait d'avoir cette notoriété un peu de Crazy, ou finalement tu te limites à la population qui va venir en séminaire, parce que tu vois Crazy, on se dit tout de suite, c'est pour faire n'importe quoi. Quelle a été la logique derrière? Il y a 3 raisons qui nous ont poussé au bout d'un moment à changer de nom. Bon, au début, on n'avait pas d'idée, puis on s'est dit, on va surfer un peu sur la marque, et puis on s'était dit un jour Crazy VG deviendra Crazy Villa, parce que, tiens, à un moment donné, on se dit, on ne voyera plus jamais de notre vie. Enfin, tu vois, il y a plein de rumeurs à ce moment-là, que l'activité, enfin, que les frontières vont rester fermées. Oui, c'est vrai, on n'a pas reparlé de Crazy VG, mais c'est reparti. Oui, c'est reparti depuis, mais en 2020, on se dit, ça se trouve jamais, quoi. Et après, très vite, on voit qu'on diversifie notre clientèle. Donc, il y a des séminaires, comme tu dis, il y a des familles, comme Lily, etc. Et il y a 3 raisons qui nous ont poussé finalement à changer de nom. Donc, les clients au début, parce que tu avais des clients qui tombaient aussi sur le site Crazy VG, des séminaires, et t'as l'assistante de direction qui dit, ah mais non, c'est pas du tout ce qu'on veut, elle voit Budapest, machin et tout, on veut pas de temps. Non, mais non, vous êtes sur l'autre site, madame, ça c'est Crazy VG, etc. Okay. Et vraiment, ils s'embrouillaient un petit peu en disant, oh, attention, c'est des maisons avec des stripteaseuses et tout ça, mais vraiment, ils partaient dans tous les sens. Donc, ça, c'était moyen cool, et il y avait trop d'amalgame entre, ah, c'est une maison pour VG, donc ça va pas être quali. Non, on a refait des maisons, voilà. Donc, côté client, côté les mairies des villes, etc., quand tu demandes un permis de construire au nom de Crazy Villa et qu'ils confondent avec Crazy EVG et qu'ils s'imaginent qu'il va y avoir des dingueries dans les maisons tous les week-ends, ça va faire venir des stripteaseuses et qui voient le film Budapest et tout ça. Donc, c'est pareil, la confusion des trucs là jouait pas en notre faveur, c'était moins cool. Et la dernière raison, c'était plutôt sur la côté investisseur banque, et toujours pareil. On a levé un petit peu d'argent à un moment donné pour accélérer sur les maisons et on nous a dit, enfin ça a été la goutte d'eau en 2021. Le deal a failli pas se faire parce qu'il y a un mec en comité qui est arrivé qui a dit ces gars-là, j'ai vu le film Budapest, j'ai vu Crazy EVG leur site, le temps que les stripteaseuses, on n'investit pas là-dedans. Donc c'est un investisseur institutionnel que je pourrais pas citer aujourd'hui parce que justement parce qu'ils ont vu Crazy EVG, ils nous ont mis une clause qu'on devrait jamais les citer, que c'est eux qui avaient investi dans Sovilla. Ils trouvaient ça trop sulfureux, mais non, ce qu'ils trouvaient trop sulfureux, c'est notre business d'avant. Donc on s'est dit, bon, au bout d'un moment, t'as les banquiers, t'as les investisseurs, t'as certains types de clients, notamment les séminaires, et t'as les maires des villes qui donnent des permis de construire, qui aiment pas le côté Crazy EVG. Alors, nous, ça nous a bien saoulé, ça a été énorme, parce que enfin, tu vois, sans Crazy EVG, il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, avec, tu vois, toutes ces complexités que vous avez eues avec l'image que vous a renvoyer le film, tu le referais a posteriori, justement, ce film? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Parce que d'un côté, ça te fait exploser au niveau de la visibilité. De l'autre côté, ça te dessert après sur tes prochains business. T'es obligé un peu de te racheter une vertu, tu vois. Même à titre perso, comme tu le dis. Après, bon, j'ai jamais envie de dire Crazy EVG erreur de jeunesse, parce que pas du tout. Enfin, tu vois, il y avait un vrai business derrière et c'était très cool et tout. Après, image que tu traîne un peu, dont Aurélien et moi on reste très fiers au final, parce qu'on en a fait un business. Enfin, tu vois, monter un truc qui n'existe pas de 0 à 10 millions. Enfin, voilà, t'as une street cred aussi en termes d'entrepreneuriat. Enfin, il y avait vraiment 43 personnes. C'était une PME du tourisme, mais sans nous, sans nos idées, ça n'existe pas. Et sans les milliers, enfin, il y a plus de 250 000 clients qui ont fait des voyages avec nous et qui ont kiffé. Enfin, tu vois, pré-Covid, on est à 4,8 sur 5. Enfin, encore une fois, la note elle a baissé sur Google à cause des 1 étoile qu'on a eu post-Covid, des remboursements qui d'ailleurs finalement ont eu lieu. Mais bon, on fait kiffer les clients. Enfin, tu vois, nous, on avait créé cette boîte pour faire kiffer nos potes à la base, parce qu'on pouvait pas rentrer en boîte. Ça, c'est un peu vrai dans le film. Et quand nos potes arrivent à Budapest, c'est incroyable. Autant de dire qu'avec nos potes, on repartait tous les ans. On avait créé même les EVP, entamement de vie de personne. Tout le monde est marié, mais c'est pas grave. On trouve une excuse. Enfin, même pas. On disait à nos nanas, voilà, c'est les groupes de potes grâce à qui cette boîte existe. Donc, tout ça, c'était ultra kiffant. Faire kiffer les gens, c'était cool. Le film a desservi un petit peu notre image un peu perso et aussi au niveau de la boîte. Même les clients dans le film sont un peu maltraités et tout ça, alors qu'on kiffe nos clients. Là, ils passent pour des mecs intenables, etc. Mais
ça restera quand même, sans parler d'ego trip et tout, ça restera une fierté. Enfin, tu vois, ça va être kiffant, tu vois. Moi, mes enfants, ils sont encore un peu jeunes, ils ont 10 ans et 4 ans, je leur montre pas encore, mais ils savent déjà que, Ouais, tu vois, Papa, il est dans le film. on veut voir le film sur papa, quoi. Je dis, on va attendre encore 12, 14 ans, je sais pas, j'ai pas encore fixé la limite, mais ça va être cool, ça va rester, ça reste une œuvre d'art et avec, voilà, à partir du moment où, si aujourd'hui je dépends plus de Crazy EVG pour du mot entrepreneuriat, j'ai créé une deuxième boîte, etc. Je pense que je vais le regarder avec un petit peu de nostalgie ce film et qui va encore véhiculer chez moi des sentiments plutôt positifs au final. Voilà. Ouais. C'est sûr que on a eu une pseudo tempête médiatique avec des machins, avec un petit voilà, et puis après derrière quand tu veux recréer une boîte, on dit ah c'est des gars qui font du tank, ah, c'est bon, pas écrit là non plus. Et puis voilà maintenant on arrive beaucoup mieux à en parler parce que quand il y a des maires des villes, ce qui est marrant ou plutôt quand on achète des villas, t'as des vendeurs et tout qui nous googlent et qui voient nos noms et qui nous remontent et tout ça. Et au final aujourd'hui on a plus souvent la réaction ah mais c'est vraiment fou, ah c'est trop drôle, on l'a vu avec ma femme et tout ça. Et ça les fait marrer que oh pas de ça chez nous, on est à la campagne, on veut pas de trucs. Enfin donc t'as quand même plus de réactions positives que de voilà. Mais bon il suffit d'un refus de permis où t'as l'impression que c'est lié à ça pour que tu commences à te matrixer. En plus, Martucci, c'est quoi, c'est corse? Non, c'est italien. C'est italien. Ouais. Ouais. Donc, En plus, ah, non. Bon, c'est ça, non. Il y a pas de relation avec ça. Donc, on met pas de bâton dans les roues pour ça. écoute, les villas sont super cool parce que le concept aussi, tu vois, il y a un vrai concept derrière, donc qui était assez créatif. L'idée, si je comprends bien, c'est que vous êtes allé chercher des fermes qui n'ont pas foncièrement une grosse valeur foncière. Vous transformez tout pour en faire des méga lieux de vie. Tu vas nous en parler, mais tu vois, avec soit piscine intérieure, soit terrain de basket, terrain de football, potentiellement des terrains de paddle tennis. Donc c'est une transformation complète du bâtiment, ce qui vous permet, vous, d'avoir une vraie valeur ajoutée là-dessus, d'avoir un bâtiment qui va être exploité sur des rentabilités assez importantes parce que vous le payez pas cher dans la mesure où c'est perdu dans la campagne. C'est assez brillant comme idée, tu vois. En tout cas, ça s'était pas vu sur le marché et c'est ce qui a fait le succès rapide de Sovilla. Est-ce que tu peux nous en parler, tu vois, comment ça arrive, comment... Complètement. Avec plaisir, ouais. Effectivement, l'idée, au début, c'est de créer vraiment un produit qui n'existe pas. En disant, on veut se retrouver avec tous les copains et on veut kiffer tout le week-end, donc pas sortir de la villa, pas aller trouver une piste de karting ou un paintball, une activité pas loin, on va essayer de mettre des activités qui nous font kiffer. Nous, on adore le sport, donc on a très vite réfléchi à faire des city-stades dans les maisons pour pas avoir à louer un urban football ou un machin. D'ailleurs, on est à la campagne, donc c'est pas dit qu'il y en ait. Enfin, il y a peut-être des city-stades dans les mairies. La piscine chauffée, en intérieur ou en extérieur, le terrain de pétanque, le barbecue, la salle de jeu avec les bornes d'arcade à l'ancienne. Voilà, nous on est né dans les années 80, donc on voulait mettre du Street Fighter, du machin. Aujourd'hui, on va jusqu'à mettre des jeux de fête foraine, des machines à coups de poing, du punching ball, enfin tu vois, où tu peux jouer en illimité avec tes potes, tu vois, on fait pas payer, mais on essaie de créer des salles et des enceintes pour faire la fête, etc. Si tu veux faire une soirée dansante, ouais. Et tout ce concept, il n'existe pas. Enfin, il faut qu'on le crée, donc on réfléchit à plein d'équipements. Mais très vite, en même temps, on se dit qu'il faut que ce soit loin des voisins, parce que si tu veux autoriser les gens à faire un peu de bruit, il faut que ce soit là. Donc on se renseigne un petit peu sur les distances à respecter par rapport au bruit. On fait même venir des acousticiens à des moments pour bien comprendre comment se propage le bruit, etc., etc. On n'y connaissait rien, mais on se dit il faut qu'on voilà. Et en croisant tout ça, et après on se dit il faut que ce soit assez accessible facilement un week-end. Au début, notre cible, c'est les clients plutôt de région parisienne, donc les 11 millions de personnes qui habitent dans Paris et sa banlieue. Et on se dit, il faut qu'on soit à 1h30, 2 heures de Paris pour que on sorte du boulot le vendredi et on y aille. Notre cible, c'est vraiment une cible week-end au départ. Voilà. Et donc, quand tu croises tout ça, bah, effectivement, des maisons isolées dans lesquelles tu vas pouvoir transformer, etc., ça va être des fermettes, des corps de ferme. Parce que la configuration de l'urbanisme des régions fait que dans le Loiret, dans l'Orne, etc., il y a des propriétés avec des champs autour. Les champs ont souvent été revendus à des propriétaires qui ont consolidé un petit peu une grande exploitation agricole. Et puis il reste la fermette au milieu où il reste 1 hectare autour où personne n'en veut. Et c'est là qu'on arrive, elle est au milieu des champs. C'est parfait pour nous, mais souvent elle est inhabitée depuis un petit moment parce que ça fait plusieurs années que les champs ont été revendus et on trouve un truc complètement dans son jus. Ouais, mais tu vois, c'est pas trivial comme raisonnement et comme thèse d'investissement parce que et moi le premier alors on se parle aussi parce qu'on est en train de regarder un accompagnement avec Bricks.co là pour vous aider à financer toutes vos prochaines villas.
Et d'ailleurs, moi, ça me fait vraiment kiffer parce que j'ai vu vos chiffres et je me suis dit, mais carrément, il faut les accompagner. C'est méga rentable leur activité. Mais de prime abord, tu vois, j'avais des réticences parce que, tu vois, moi, j'ai fait de l'immobilier, je suis aussi investisseur. Le premier réflexe que j'ai, c'est de me dire, OK, je sais que les gens veulent se réunir l'été. Il faut des lieux où tu peux accueillir 15 personnes et où tu peux faire la fête. Tu vois, nous, on est à Montpellier. Je regarde dans un périmètre de 20-30 minutes de Montpellier en me disant, bah, les gens, ils vont pas prendre leur bagnole, ils vont pas faire 2 heures de bagnole. Effectivement, si je me mets à 2 heures de Montpellier, alors Montpellier, c'est peut-être une ville avec un bassin de population qui est pas assez important. Et l'équation économique, en tout cas, elle est là. L'équation économique à 20 minutes de Montpellier, à une demi-heure de Montpellier, elle tient pas. Ouais, je comprends. Je pars dans les Cévennes à 2 heures de Montpellier, l'équation, elle est merveilleuse. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je vais être en capacité d'être full et d'arriver à loger et à louer régulièrement. Et tu vois, quand vous prenez ce pari-là, je pense que personne ne l'aurait fait ce pari, et bravo, parce que c'est là, tu vois, que vous avez du succès, parce que après, derrière, il faut que commercialement, tu sois en capacité, d'un, de créer une marque, et deux, bah, de mettre des gars qui vont venir faire la fête, occuper. Vous partez sur du 30-40 personnes, c'est beaucoup. Ouais, c'est une bonne remarque. La chance qu'on a au début en créant le business, c'est que si je reviens un tout petit peu en arrière, la première, on l'achète en 2017 et on la remplit avec des EVG. Et on fait un tout petit business plan, encore une fois, comme quand on démarre dans un nouveau business avec Aurélien, hyper simple, en se disant, les EVG, c'est de mars-avril à septembre. Ouais. Allez, 20-25 week-ends. Il faut qu'on achète une maison où si on la remplit, je schématise un peu, 25 week-ends à 2000 ou 2500 euros, je sais plus ce qu'on avait mis, ça rembourse au moins la dette. Ouais. Bon. Donc on fait notre équation comme ça en disant, voilà. Et puis les mecs qui regardent même pas l'emplacement, là. Voilà. Tu vends des EVG, je prends ma bagnole, Et puis de octobre à mars, on la mettra sur Airbnb, voir ce qui se passe. Et en fait, là, on a des demandes, allez, isolé, je peux faire mon anniv, etc. Donc en fait, ce qu'on avait mis, c'est une connerie dans le BP, faut que cette villa, elle fasse 50 000 euros de revenus, dès la première année, elle fait 90, tu vois, ou 80, enfin, je sais plus, un truc, quasiment 2 fois le BP. Donc, on fait, on va en faire une deuxième tout de suite. On retoque chez le banquier, on lui dit, il me dit, c'est parti, parce que je peux prendre une hypothèque. Parce que sur les apparts qu'on avait fait à Buda et Prague. C'est quoi le montant moyen d'une villa, avec les travaux compris? À l'époque, on faisait pas des aussi gros travaux, etc. On va dire, c'était entre 300 et 400. Là, travaux compris? Travaux compris. Ouais. Ah ouais, c'est que dalle. Voilà. Ouais. Bon. Moi, ça me semblait beaucoup d'argent parce que j'avais même fait l'immobilier, mais effectivement, c'était que dalle. Non, mais avant, j'avais acheté, pour ça, je te taquine, j'avais acheté des appartements à Budapest à 80 000 euros. Donc, tu vois. Mais c'est un vrai budget. On va pas dire, là, tu vois, la cible qui regarde ou qui écoute le podcast. Effectivement, c'est 400 000 euros, c'est une vraie somme. Mais il faut dire combien il y a de couchage dans tes villas. Tu vois, tu t'accueilles 30 personnes. 30, 40 ou 60. Il y a 15 ou 20 chambres. Ouais, voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui, on fait des trucs un peu plus grands que les premières qu'on avait faites, parce que les premières, c'était pour un peu moins de personnes, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Plus la maison, plus on augmentait la capacité de couchage, plus le bien devenait rare par rapport à ce que les gens trouvaient sur Airbnb ou à Britel, et donc plus ils venaient chez nous spontanément, et puis ils divisaient le prix à plusieurs, et ça passait. Donc aujourd'hui, on fait des lieux de plus en plus grands, plutôt 45, 60 que 30, ou même les premières villas, la toute première, elle est plutôt pour 20, 22, et c'est pas assez grand, mais bon, il faut bien qu'on fasse un premier test. Là, ça fait combien par personne à la nuitée? Aujourd'hui, on vise à peu près, le tarif de base, c'est autour de 50 euros la nuit par personne. Ok, ouais, c'est accessible. À peu près. Donc, oui, si t'es 30 un week-end, nous, on va louer la villa 3 000 euros. Et si t'es plutôt une vingtaine, plutôt autour de 2 000, avec des périodes hautes et des périodes un peu plus basses. On va descendre le mois de janvier, le mois le plus creux pour nous, post-fête, etc. À moins d'être né, je dis toujours la même blague, mais parce que mon frère est né le 13 janvier, mais à moins d'être né le 13 janvier, tu loues pas une villa en janvier, quoi. Bon, il y a quand même des gens qui sont nés le 13 janvier, qui auront 30 ans le 13 janvier, et on est là pour les accueillir, mais là, on est plutôt à 1 500 euros à ce moment-là. On divise le prix tout simplement par 2. Okay. Là, t'es plutôt à 25 euros la nuit par personne. Donc, mais je communique pas sur 25 euros par personne, parce que c'est vraiment des périodes très très courtes. Mais sinon, 50 euros la nuit par personne, 100 euros le week-end par personne, c'est des choses qu'on fait très bien chez nous. Donc ça se loue bien. Ce qui est, pour la petite histoire, quand on met la première villa en ligne sur Airbnb et que je la price à, je dois mettre 1 000 euros la nuit, tu vois, tu me fais le truc et tout ça pour un nombre de personnes. Airbnb me met une alerte rouge en me disant, dans votre région, dans votre région, les biens, parce que c'était dans le Loiret, paumé et tout, les biens se louent en moyenne 220 euros la nuit, quoi. Et, parce qu'il y avait plein de maisons à louer dans le Loiret et tout ça. Mais bon, nous, on avait mis un terrain de foot, un machin, un truc, donc on s'est dit, alors, à 200 euros la nuit, on va pas y arriver, quoi. C'est clair. Honnêtement, on a une toute petite frère pour rebondir sur ce que tu vas dire. On se dit, on a réussi à convaincre un banquier. Nous, on croit à notre produit. On a fait les travaux. Maintenant, on va essayer de louer à ces prix-là. Et c'est vrai qu'il y avait pas de maison à louer dans le Loiret entre 2 et 3 000 euros la nuit. Enfin, il y avait, ou des châteaux, ou des trucs de dingue. Nous, c'était une maison normale, fermette, retapée.
Et au final, on a eu raison sur le pricing et c'était parti et ça cartonne bien, comme tu dis. Ok. Donc là, vous faites 4 premières, plus 8. Ouais. T'en as combien là aujourd'hui, des villas? Aujourd'hui, on en a 31 qui sont ouvertes et 8, 9. Tout autour de Tout Paris. autour de Paris. Et 8 ou 9. Il y en a une qui vient de tomber aujourd'hui, donc je sais plus si c'est la 8e ou la 9e, sous compromis. Où on va vers Lyon. On en fait une 32e à Paris parce qu'on aime bien les chiffres pairs pour nos questions logistiques. Donc une 32e à Paris. On va finir notre région parisienne à 32 et on va en ouvrir une 20aine autour de Lyon d'ici la fin de l'année. Enfin, les 2 premières ouvrent en décembre et les 18 autres dans l'année 2024. Ok. Comment ça fonctionne en termes de logistique, justement? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est pas compliqué, justement, parce qu'il faut avoir des équipes qui sont déportées à 2 heures de Paris. J'imagine qu'elles sont pas toutes localisées au même endroit, mais que tu vois, t'essayes de travailler par cercle concentrique. Exactement. On s'est rendu compte d'un truc assez vite. On a aussi racheté, beaucoup de fermettes et tout, mais on a aussi racheté des anciens gîtes. Donc on a parlé, à un moment donné, on s'est interrogé pourquoi il n'y a pas de chaîne de gîtes en France. On s'est dit, soit on est en train de faire une énorme connerie et on se lance dans un truc où il n'y a pas de marché. C'est une bonne idée. Voilà. Soit comme sur les EVG, personne n'y avait pensé avant et en fait, il y avait moyen de faire une marque. Et là, pour le coup, le marché, le marché est hyper fragmenté. On a fait des recherches. Alors, Gîtes de France communique un peu des fois sur de la data. Les Gîtes de France, ils vont te dire des chiffres dingues comme on fait 500 millions de volume d'affaires annuel sur Gîtes de France parce qu'il y a 70 000 gîtes à louer sur la plateforme. Et ils vont te dire aussi 80% des gens sont monopropriétaires et les 20% d'autres n'en ont que 2. Tu vois. Donc on se dit, voilà. À la fois, le truc peut être excitant en mode il y a 70 000 gîtes et c'est énorme et ça fait 1 milliard. Et en même temps, tu te dis, ah ouais, mais ça a l'air d'être une énorme galère parce que les gens, ils en ont un max. Tu vois. Non, mais ça m'étonne pas ce que tu dis parce que regarde le marché du camping, tu sais, les terrains de camping, c'était vraiment très fragmenté. À un moment donné, quand ils se sont rendus compte que les gens aimaient partir en camping en France, il y a eu des gros fonds d'investissement qui sont arrivés et qui ont structuré. En fait, le foncier est limité. Là, tu vas avoir la même chose. Si tu es capable de créer une marque, tu vas potentiellement demain te retrouver avec des acteurs qui vont arriver et qui vont dire mais en fait c'est cool et des séminaires, toutes les boîtes veulent en faire, toutes les boîtes veulent structurer la culture, les valeurs de... Bah oui, donc tu vois, c'est peut-être aussi l'évolution des méthodes de travail qui font qu'on va s'orienter vers des offres comme la tienne. C'est exactement ce qu'on a voulu créer dès le jour 1. On s'est dit on va faire une marque, on va faire quelque chose de sympa, d'où l'idée de changement de marque, je reviens pas dessus, mais voilà, on s'était dit il faut que ce soit plus large que Crazy. Et donc on voit la galère des propriétaires de gîtes. Ils nous racontent, bah moi je suis condamné à y aller tous les week-ends, j'habite à côté. En fait, le vendeur du gîte devient notre premier voisin, assez loin, à 300-400 mètres, mais il dit bah sinon je peux pas, enfin parce qu'un seul gîte j'arrive pas à l'exploiter, une femme de ménage si je dois la payer, etc. À la fin il me reste rien du tout. Donc ils nous montrent en fait à chaque fois qu'ils nous vendent leur gîte, les mecs nous montrent leur chiffre d'affaires. On dit attendez, regardez, j'ai fait 30 000 euros de réservation cette année. Mais nous on se dit voilà, 30 000 c'est rien du tout par rapport à ce qu'on ambitionne sur la maison. Mais effectivement avec ce chiffre d'affaires là, il a pas de quoi payer une femme de ménage, il fait le taf lui-même, donc il habite à côté, il accueille les clients, etc. Donc nous on s'est dit très vite qu'il nous fallait des maisons, des villas les unes à côté des autres. On a, à chaque fois qu'on ouvre une région, un entrepôt où on va laver notre linge, où on va avoir tout notre stock de meubles, où on va avoir une équipe de ménage, une équipe d'entretien du jardin, et qui va être capable d'accueillir les clients si besoin. On a digitalisé maintenant l'arrivée dans les maisons, mais s'il y a une galère, etc., il faut qu'on ait quelqu'un qui habite à moins de 30 minutes de la maison. Et aujourd'hui, les équipes Sovilla, on est 32, mais on est 10 au siège, ils sont 22 en région, et c'est eux le visage de Sovilla en région pour les clients, c'est eux qui entretiennent les maisons. On a une super équipe. Aujourd'hui, on a 2 entrepôts, un dans l'Orne et un dans le Loiret, et qui rayonnent sur à chaque fois une quinzaine de maisons. Et c'est une des meilleures idées qu'on ait eues d'internaliser tout ça, à la fois pour la qualité du service client, parce qu'on ne dépend pas d'un prestat qui va être à 1 heure de route, etc. On a nos propres équipes. Et en même temps, pour que le business tourne, parce que si tu n'as pas ces entrepôts toi-même et que tu peux pas exploiter les gîtes, t'es condamné un petit peu comme le monopropriétaire à habiter à côté. Voilà, t'as pas en campagne comme ça, parce qu'après on s'est rendu compte bien sûr que ce business existe. À Paris, t'as des conciergeries Airbnb, etc., mais ça fonctionne quand t'as les apparts juste à côté, quand le ménage d'un appart dure 30 minutes et des studios et tout ça. Avoir une conciergerie qui se développe en région avec des maisons à 20 minutes les unes des autres et qui font 300 mètres carrés, le business tourne pas si t'as pas du volume comme nous. Et donc nous, dès qu'on a eu plusieurs maisons au même endroit, on a pris le pari d'internaliser et développer une vraie chaîne logistique avec une team locale qui fait un travail de dingue, qui est présent, qui vient nous voir régulièrement au siège. On a essayé aussi de créer cette culture de boîte, comme tu disais aussi entre nous. Et nous, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle maison, on l'inaugure, on y va, on invite le maire de la ville, les commerçants du coin,
et toute notre équipe locale. Et les scrutiseuses. Et les tanks et la calache, bien sûr, et la drogue et tout ce que tu veux. Alors bien sûr, c'est très bon enfant, mais il faut le verre de vin rouge ou le whisky pour les entrepreneurs. On invite aussi ceux qui ont travaillé dans la maison et on voit toute notre équipe locale. Non, mais ce qui est game changer, c'est que moi tu vois, j'en ai fait quelques-uns de gîtes comme ça et t'arrives en plus dans ces zones là, dans l'Orne où faut imaginer le gîte qui est tenu par le gars qui a ça depuis 20 ans, c'est très rustique, ça a pas bougé, c'est dans son jus, ça donne pas du tout envie de payer, comme tu dis, même un groupe. En tout cas, je comprends qu'il fasse que 30 000 euros à l'année et qu'il soit pas capable de passer un cap à 100 000, 150 000. Parce qu'il faut qu'il investisse dans son équipement. Ce qui a fait la différence, j'ai l'impression chez vous, c'est tous ces équipements, que ça soit sportif, que ça soit ludique, tu peux vraiment créer du team building. Moi, j'ai l'anecdote là. D'ailleurs, à la fin du week-end, on s'est dit merde, on a peut-être été con. Je crois que je te l'avais raconté. Là, on part une dizaine de potes à côté de Barcelone. On regardait donc une grande villa avec une piscine pour se retrouver, et on voulait jouer au paddle tennis. Et en fait, pour 2 jours, on en avait pour à peu près 1500 € la villa, donc c'était à peu près l'ordre de prix. Et on s'est dit, oh énorme, regarde, il y en a une, elle a son propre terrain de paddle tennis. Elle a payé beaucoup plus cher pour y aller. Privatif, mais elle est à 3000. Est-ce qu'on est chaud pour payer le double? Et donc on a payé, je sais pas, on a dû faire trois parties de paddle tennis, ça nous a coûté 1500 €. Bon, divisé à 10, on s'est dit, allez, ça fait que 150 €. Mais, et vraiment, ça a été le trigger, ça a été ce qui nous a fait passer à l'achat, sur la location de cette villa. Et c'était quand même très cool parce qu'on a pu faire du sport et on s'est retrouvés entre potes. Et le point, c'est que je me dis, c'est génial, le concept est top, il y a une vraie marque, les entreprises commencent à vous connaître pour l'organisation des séminaires et elles reviennent tous les ans. Ça c'est génial, bravo, vous avez réussi. Dans quelle mesure tu peux le transposer? Là tu nous parles de Lyon. Est-ce que tu peux mettre ça à Montpellier, qui est quand même une petite ville, tu vois, il y a 300 000 habitants à Montpellier, bon peut-être 500 000 avec l'agglo. Est-ce que ça peut se dupliquer partout à travers la France, ou est-ce que là c'est parce que c'est Lyon et Paris et après tu vas être limité? Tu vois, quelle est votre ambition aussi? Est-ce que tu veux en faire 500 à travers la France? Est-ce que c'est plutôt continuer à concentrer Paris parce que vous êtes toujours full sur Paris? Tu vois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, alors après, voilà, là-dessus, c'est juste des hypothèses d'entrepreneurs, parce que comme on a sur un produit assez unique... et peut-être l'international. Ouais, voilà, et là, il y a l'international aussi qui nous chauffe. La thèse de développement, c'est pas une thèse d'investissement, la thèse de développement, on pense que nos clients, ils habitent dans un appartement trop petit, dans une ville, je vais pas dire trop triste, mais où les fêtes sont compliquées. Donc c'est recevoir ses amis chez soi qui va être compliqué parce que je vais faire trop de bruit, parce que mes voisins, et c'est normal, hein, et qui travaillent et qui sont des jeunes actifs. Donc Paris, c'était une évidence. Enfin, tu vois, nous on l'a vécu aussi. Voilà, les problématiques de voisins quand tu veux faire la fête, etc. Aurélien et moi, on n'a pas nos parents qui ont une résidence secondaire, donc on a galéré à fêter nos anniversaires, etc. Donc on s'est dit, ouais, Sovilla, c'est une pure idée, et effectivement, ça a marché. Il y a 11 millions de personnes. L'agglomération lyonnaise, avec la banlieue, bon, c'est pas 11 millions, mais c'est plutôt 2-3 millions si tu prends tout le monde. On se dit que ça a marché aussi, parce qu'en plus, il y a aussi la clientèle séminaire qui est là, les startups et tout ça qui sont là. Et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être une maison autour de Montpellier, elle va marcher, mais une maison, tu vas te retrouver dans la problématique du gîte avec j'ai à peine de quoi payer le ménage, etc. Est-ce que j'en ouvrirai 10 autour de Montpellier? Non. Est-ce que j'en ouvrirai une? Non plus. En revanche, je pense qu'il y a plein d'autres endroits en France que j'ai pas envie de dévoiler aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal d'études dessus et on sait jamais que des concurrents s'imaginent y aller avant moi dans ces régions, mais on a identifié plein de régions où il y a des gros bassins de population et aussi des régions en Belgique et en Allemagne, par l'international, où on pense que les gens ont ces mêmes problématiques. Ils sont hyper concentrés dans des villes hyper denses, avec peu d'espace vert, peu de moyens de fêter leur anniversaire ou un événement ou un séminaire de boîte. Moi, je dis souvent que notre concurrent, des fois, c'est pas l'autre gîte, c'est le bar en bas de chez toi, ou que tu vas privatiser, c'est privatiseur, où tu vas privatiser un lieu et tu vas voir tes potes jusqu'à 23h ou jusqu'à minuit. Enfin, voilà. Alors que là, tu vas aller voir tout le week-end. Et pareil pour une entreprise. Entre dépenser 800 € de bière au bar du coin parce que voilà, il faut de temps en temps faire un rassemblement d'équipe, on privatise une salle dans le bar, et te faire un mercredi soir dans une Sovilla, qu'est-ce qui va motiver le plus les troupes? Qu'est-ce qui va créer du lien entre ta team, entre les différentes personnes de ta team? Donc tous ces grosses agglos
Et on a en tout cas fait le test autour de Paris, ce que tu disais tout à l'heure, où les gens sont prêts à faire 1h30 de train. Enfin, nos maisons qui cartonnent le plus pour les séminaires, elles vont être à 1 heure de train de Paris, parce qu'on en a 4 autour du Mans. Les séminaires peuvent arriver en TGV au Mans, il y a des taxis à la gare du Mans, et tu peux y aller, tu vois. Donc on réfléchit aussi à ça. Il faut un partenariat Blablacar Sovila. Ouais, voilà, il faut qu'on réfléchisse à des, on a des partenaires de bus qui peuvent venir te chercher aussi directement devant ton entreprise et tout ça, mais 1h30, 2 heures, ça passe. Après, c'est 1h30 des gros bassins de population. Okay. Voilà. L'agglomération bordelaise, Montpellier-Rennes, sans doute un peu petite. Tu vois, dans notre vision, peut-être que je dis une énorme connerie là, j'en sais rien, mais c'est pas notre priorité. Et après, comme tu disais aussi, est-ce qu'à Montpellier, déjà à 30 minutes, t'es déjà un peu dans la pampa, mais les prix sont un peu hauts. Il faut être 2 heures pour être dans la pampa. Mais est-ce que le mec il a envie d'y aller alors qu'à 30 minutes de chez lui, il a déjà un truc déjà kiffant? Nous, voilà. Nous, on s'est pas mis dans le 77 ou dans le 78 à Paris parce que tu vas être à 4-5 000 euros du mètre carré. Nous, on s'est mis dans le Loiret, dans l'Orne, etc. parce que t'es plutôt à 1 000 euros du mètre carré. Et après, je peux tout transformer et en faire un truc top. Et rentable, top et rentable, et qui me permettent d'embaucher des gens, de créer une équipe locale et de faire kiffer mes clients parce que t'es loin des voisins. Ce qui est dingue, c'est que la marque Sovila commence à être un tout petit peu connue, pas me lancer des fleurs non plus, mais où les gens sont prêts à payer pour le nouvel an une maison qui aujourd'hui, je te montre les photos, tu mettrais pas ton pire ennemi. Enfin, il y a rien, il y a 4 murs, on est en train de tout refaire dedans. Non, mais ils savent que ça, enfin, ils savent. Ils font assez confiance pour savoir que ça va être top pour le jour de l'an. C'est ce que tu dis, et tu vois, c'est ce qui est assez plaisant, en tout cas, quand tu construis une boîte, c'est que il n'y a pas vraiment de concurrence dans la mesure où tu crées une marque Sovila et que les gens vont passer par chez toi pour la marque au même titre qu'ils venaient chez toi, tu vois, pour la marque Crazy EVG. Et donc finalement, si tu es autour de Lyon, qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont leur propre gîte, ou même autour de... Tu vois, je vois beaucoup d'entrepreneurs là sur LinkedIn qui sont en train de soit racheter des châteaux, soit racheter des anciens corps de ferme, où ils se disent, bah, ok, on aura notre lieu pour faire nos propres... séminaires, nos propres off-site pour notre boîte, et peut-être qu'on louera à d'autres boîtes de Montpellier. Mais je le vois pas forcément comme une concurrence vis-à-vis non, de c'était marrant que tu parles de ça. C'est un business qu'on avait regardé à un moment donné, parce que quand on a commencé à faire nos premières villas et tout. Les châteaux ou les non, le côté, on avait discuté avec, enfin, tu vois, nous on se voyait comme un mini château forme. Dans les châteaux formes, c'est trop cher pour certaines boîtes. Ouais. Et voilà. Et donc on a eu la chance de discuter avec les dirigeants de château forme et qui nous expliquaient en fait qu'ils possédaient pas les lieux, que certains lieux appartenaient à des châtelains qui leur l'avaient mis chez eux, et certains lieux appartenaient à des boîtes qui les ont achetés. Je crois qu'il y en a un, peut-être que j'ai une bêtise, mais c'est Pernod Ricard qui l'a. Pernod Ricard fait ses séminaires là-bas, mais le reste de l'année, il est exploité par château forme. Okay. Donc on s'était dit, si on n'arrive pas à avoir du crédit, si on n'arrive pas à tout acheter, peut être un business, on ira voir des boîtes en disant nous, on vous la faire. Et bon, et finalement, on a réussi à convaincre assez de banquiers de nous suivre, assez d'investisseurs pour rester propriétaire et transformer exactement comme on veut. Parce qu'après, on a aussi discuté au même moment, on dit, ah ouais, mais t'es jamais complètement chez toi, t'es exploitant. Donc le propriétaire, les mecs nous racontaient, alors pas spécialement Château-Forme, parce que sinon je vais dire un truc qu'il a pas dit. Là, je parle pas de Château-Forme, mais en rencontrant des gens qui exploitaient, plutôt des conciergeries qu'on a rencontrés aussi, qui exploitaient des lieux. Et on dit, t'as plus de prise de tête avec ton propriétaire des fois qu'avec ton propre client, tu vois. Parce que moi, il disait, mais les mecs, quand, par exemple Airbnb ou Abritel, ils avaient créé un événement où ils avaient invité tous leurs plus gros clients, donc ceux qui ont le plus de maisons sur Abritel. Et donc, j'étais avec des gens dans la région de Bordeaux qui en avaient plusieurs, etc., ou qui avaient plusieurs appartes. Et quand moi, je disais que j'en avais 30, ils disaient, mais comment tu fais avec tes propriétaires, avec les fêtes que tu autorises? Et je leur disais, mais c'est moi le propriétaire. Non, mais les propriétaires, tu peux pas avoir 30 maisons. Tu m'as dit que tu étais créé en 2020, on est en 2022, tu peux pas avoir 30. Et j'ai dit, en fait, moi, j'étais persuadé que c'était tous propriétaires des lieux. Il y en avait qui avaient 70 appartes et machin. Et ils m'ont dit, mais t'es un fou. On rêverait d'être propriétaire. On n'aurait pas tous ces emmerdes avec nos proprios qui machin et tout, parce qu'un cadre a été déplacé, parce que machin et tout ça. Donc c'est pour ça que nous on fait pas de fête. Et je me suis dit, ok, si je veux continuer à autoriser la fête, je vais pas changer mon business model. Je vais me battre avec les banques. Il faut que je continue à être chez moi et à créer le produit que je veux. Et tant pis si j'en fais que 20 par an ou 15 par an dans les prochaines années et pas 200, parce qu'effectivement tu peux aller beaucoup plus vite si c'est les autres qui financent. Mais je veux créer le produit qui nous ressemble et qui ressemble à nos clients, sans avoir à négocier avec quelqu'un qui n'avait pas prévu de le faire exactement comme ça ou qui veut pas le prêter. Toi, tu fais une baraque séminaire avec une boîte à qui ça appartient, il dit ah, moi les EVG non, ou pas ça, ou pas de truc. C'est le problème que tu as sur Airbnb aujourd'hui, c'est que tu essayes de trouver quelque chose pour 15 pour faire la fête, c'est impossible de trouver. Non, même sur Airbnb, pour la petite histoire, on a été obligé de changer toutes nos annonces, enlever le mot fête. Airbnb n'autorise plus la fête. Donc, alors que nous, c'est des villas festives. Donc, toutes nos annonces sur Airbnb, elles ont un wording particulier où il y a écrit fête interdite. Alors, aujourd'hui, Airbnb représente moins de 5% de nos résas, donc c'est pas grave, mais c'est quand même une vitrine intéressante pour nous.
où les mecs commencent par écrire, non, je suis désolé, c'est mon anniversaire, est-ce que j'ai le droit à toi? Oui, mais on n'a pas le droit de le dire, parce qu'Airbnb bannit les fêtes, Ok. et enfin voilà, c'était leur grande communication mondiale post-Covid, de dire on arrête les fêtes sauvages, on protège nos propriétaires, on protège les voisins de nos propriétaires. Donc moi j'ai eu une longue discussion avec eux en disant mais moi j'ai pas de voisins, est-ce que c'est possible quand même de garder les mots? Mais bon, t'imagines, t'es face à la grosse machine, parce que c'est même pas une personne qui m'a répondu, c'est un bot et qui m'a dit non, tu retires tout ça et voilà. Mais oui, c'est interdit la fête sur Airbnb de louer une maison pour faire une fête. Faut créer Crazy BNB. Bah voilà, mais j'avais lu un article après qui m'avait conforté dans mon idée où les mecs disaient quand les meilleures idées de business c'est de unbundle donc des trucs qui marchent déjà super bien et d'en faire des niches. Bah nous on a sur Airbnb si tu peux louer maximum pour 16, nous on va jusqu'à 60. Tu peux pas aller au-dessus de 16 sur Airbnb et tu peux pas faire la fête, nous on peut. Et Airbnb c'est un méga truc et on a créé une des niches de Airbnb. Alors c'est pas comme ça qu'on a eu l'idée, parce que l'idée je l'ai raconté avant comment on l'avait eu. Mais au final on s'est dit ouais, il y a un vrai marché. Si tu fais des maisons festives pour tes grands groupes, bah, tu es sur une niche qui est cool et qui concerne beaucoup de gens. Tu nous as dit que tu avais 30 personnes dans la boîte, c'est quand même diffus parce que tu vois, tu vas avoir des personnes qui sont réparties au niveau de tes propriétés. En termes de management, ça demande d'autonomiser beaucoup les personnes. Comment tu t'y prends? Est-ce que c'est pas compliqué de recruter justement les bonnes personnes dans ces bassins de population où tu vois, t'as des personnes qui sont peut-être pas expertes de cette gestion-là de prime abord, donc comment tu fais pour... C'est une bonne question et c'est une question qu'on se pose hyper régulièrement. Comme je disais, on les fait venir 2 fois par an au siège pour qu'ils aient le sentiment d'appartenir à une aventure commune, etc. et qu'ils soient pas juste eux sur le terrain, sur leur tracteur, si je schématise, en train de tondre une pelouse et nous en train de faire des tableaux Excel. On va dans les maisons, on en profite avec eux, etc. Ça, c'est pour déjà créer du lien. Ensuite, on a le chef opérationnel, la directrice opérationnelle, Chania, qui se déplace tous les mercredis. Voilà, bon, c'est qu'il y a 2 heures de route. On verra après avec Lyon, ça va ajouter de la logistique, mais qui va avoir ses équipes sur le terrain. Donc, ils voient toutes les semaines un manager leur manager, pas un manager du siège, leur. Et moi-même, j'y vais à peu près 1 fois par mois rencontrer les équipes dans chacun. Donc, ça me fait 2 déplacements par mois. Juste en pure management, discussion, open, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, etc. Donc ça, c'est pour la partie où on essaie d'animer, de les écouter et les sentir concernés. Après, il y a des trucs, je vais dire tout bête, mais on les a tous équipés avec des habits Sovilla, les camions sont floqués Sovilla, ils ont les pantalons, les t-shirts, tout ça, mais de reconnaissance, vraiment appartenance à un groupe. Beaucoup d'entre eux, surtout dans les tafs d'entretien, etc., changer de boîte tout le temps. Tu reçois des CV, ils ont 10 expériences de 1 an dans 10 boîtes différentes, enfin, jamais fidélisés à chercher du boulot. Je suis assez fier quand même aujourd'hui de dire, alors ça fait que 2 ans, 3 ans maintenant qu'on existe, mais on a internalisé tout ça il y a 1 an et demi, parce qu'au début on n'avait pas assez de volume pour internaliser tout, mais tout l'entretien est internalisé depuis janvier 2022. C'est quand même incroyable, hein, 30 villas en 3 ans. Hein, ça a été assez vite. Mais on n'a pas beaucoup de turnover. Ouais. J'espère, parce qu'on arrive à animer, et je sais aussi que les premiers qui nous ont rejoints ont aussi coopté pas mal de monde, en disant en fait, je kiffe cette boîte, je kiffe ce monde. Je connais quelqu'un qui cherche du boulot pour du ménage, ou je connais quelqu'un qui est jardinier, ou je connais. Et c'est des régions, alors je vais pas faire mon parisien caricaturé, mais où il y a peu de densité, mais ils se connaissent d'un village à l'autre et tout. Ils connaissent tous pas mal de monde, ceux qui sont vraiment de la région, les locaux, ils connaissent beaucoup de monde. Et donc, en fait, il y a beaucoup de cooptation. Et donc, ça, c'est hyper important pour nous. Déjà, avant de passer l'annonce, on demande à Tony, à Caro, à Stéphane, est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche du boulot? On a ce poste qui va s'ouvrir, etc. Et ça nous a rapporté au moins 50% des CV. Puis après, bon, tu fais du Indeed, etc. Et il y a une période d'essai, tu essaies de les intégrer dans l'équipe. L'entrepôt sert toujours de point de base où les gens se rencontrent, prennent un café le matin avant de partir dans les maisons. Et après, c'est vrai que tu as des équipes qui sont hyper autonomes. Ils sont à la fois hyper autonomes parce que la journée elles sont toutes seules dans une maison en train de l'entretenir ou de tailler la haie, etc. Mais le juge de paix, à chaque fois je leur dis, c'est le 5 sur 5 du client. On est noté tous les week-ends par tous nos clients. Ouais, c'est ça. Moi, tant que vous avez du 5 sur 5, alors pour l'instant je touche du bois, ça marche, mais je leur dis, je ne vous impose pas d'arriver à 7h dans la villa et de faire du 7h 15h ou du 9h 16h. La maison elle doit être propre, nickel, entretenue. Pour le client qui arrive, vous avez le planning, vous savez qu'il arrive à telle heure. Et là, vendredi à 17h, il y avait personne entre lundi matin 8h et vendredi 17h. Tant que la maison est faite, faites votre planning. Alors, il y a quand même un manager qui valide les plannings, etc. Mais moi, je les évalue sur le 5 sur 5. Il y a du 5 sur 5, c'est bon. Il y a un client qui se plaint du ménage, etc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que voilà, mais
Et donc, ils ont une certaine liberté, une certaine autonomie. Ça représente tout en... ça ressemble beaucoup à l'entreprise libérée, tu vois. Voilà, t'as ton planning, après tu te gères comme tu veux. De ce côté-là, voilà. C'est vraiment intéressant. Et je pense aussi que beaucoup de gens qui ont bossé avant à l'usine ou machin où il fallait pointer et tout ça, ils ont une certaine liberté. Celles qui ont des enfants ou ceux qui ont des enfants qui veulent déposer et qui commencent à 8h30, 8h40, ils commencent à 8h40. Ceux qui en ont pas, qui veulent démarrer dans les villas à 6h du matin pour finir à 14h, ils démarrent à 6h et finissent à 14h. Ou à 13h. Il y a pas de sujet là-dessus, du moment que le boulot est fait et que le planning, voilà. On essaie de pas multiplier trop les rotations. On essaie d'en faire une en semaine, une le week-end. On essaie d'accueillir un séminaire pour pas qu'il y ait des départs à 11h, des arrivées à 17h tous les jours parce que là, t'es en mode hôtel et t'as beau avoir une team, t'as beau avoir des camions, t'as beau avoir des gens super motivés, remettre une maison en état en 6 heures, c'est quand même chaud. Okay. Elles font 300 mètres carrés, il y a 30 lits, il y a 40 lits, c'est chaud. Et puis on n'est pas en train de courir après d'essorer nos maisons après la rentabilité à tout prix, on laisse un peu respirer entre deux raisins. Et pour le moment, ça fonctionne très bien et cool. On kiffe. Alex, j'ai 2 dernières questions pour toi. Première question, si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, tu vois, qui se lancent dans la vie active, se lancent dans l'entrepreneuriat, se lancent dans l'investissement, tu vois, quelle serait la recommandation que tu aurais pour eux, avec tu vois, le recul des 15 dernières années d'entrepreneuriat que tu as eu. Finalement, tu t'es peut-être lancé un peu tard dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, pas sorti d'école. Tu dis que je suis vieux, ouais, c'est ça? Non, tu m'as dit 42 ans. Ouais, je me suis lancé à 28 ans, ouais. Ouais, tu vois, t'as pas fait juste après l'école comme certains. Ouais. Donc, est-ce que tu as un conseil, vu que tu as connu une partie de salariat et ensuite tu es parti tout chose dans l'entrepreneuriat, de manière un peu opportuniste, est-ce que tu te cherchais? Est-ce que ça a été le déclic qui... Et dernière question ensuite. Sur ce podcast, est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander auquel tu penses et tu te dis, bah, immobilier, investissement, entrepreneuriat, c'est lui qu'il faut qu'il interviewe? Ok. Très cool. Lui ou elle? Parce que j'ai dit lui, mais ça peut être une femme. Alors, en préambule, effectivement, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat à 28 ans avec Aurélien. J'ai envie de dire, autre époque, 2009. La mode de l'entrepreneuriat n'est pas là. Moi, je suis diplômé en 2005. En sortant d'école, je sais pas quoi faire, je me cherche, je fais différents tafs, je fais un peu d'audit et financier qui me correspond pas. Et après, je travaille dans les droits du sport. J'adore le sport et je travaille chez Eurosport et là, je m'éclate dans le football. Et c'est le déclic qui fait que je me lance. C'est l'envie d'entreprendre avec mon meilleur pote. Aurélien et moi, on se connaît depuis la 6e. On est meilleurs potes depuis qu'on s'est croisés le premier jour en 6e. Quand on se lance à 28 ans, ça fait déjà 18 ans qu'on se connaît et qu'on se dit, comme beaucoup de potes, un jour on fera un truc, un jour on fera un truc. Et le truc sort de Budapest, retour de vol, un copain qui nous dit, vendez-le votre truc. Et là, on se dit, on va s'éclater. Et donc, ça m'amène à la réponse que le conseil que je donnerais. Enfin, nous, nos 2 business, les EVG comme les villas, c'est en nous, c'est notre ADN, quoi. Et on du kiff et on s'éclate. Et avant de penser à l'aspect financier et tout, et je pense que c'est l'aspect passion, en fait. L'aspect passion, et c'est ce que je retrouve dans mes équipes aujourd'hui, c'est que on nous dit toujours quand tu recrutes aujourd'hui des jeunes, la génération Y, machin, Z, tout ça, si tu donnes pas de sens et tout ça, machin, ils vont plus aller bosser pour les grosses boîtes, ils veulent un truc qui a du sens, qui les fasse kiffer. Bon, nous, en fait, on se posait cette question en 2009 avec Aurélien de donner du sens. Alors, on a eu la chance d'entreprendre dans un truc qui nous fait kiffer, mais en fait, qu'on l'a fait avec beaucoup de passion, qu'on a pas compté spécialement nos heures au début, enfin, et qu'on les compte toujours pas, mais qu'on y met beaucoup de nous. Les produits nous ressemblent, et donc c'est ce qui nous donne les meilleures idées pour continuer à les améliorer. Et quand je croise un entrepreneur passionné par son business, enfin, je trouve que c'est ça qui peut faire la diff. Alors, il y en a qui réussissent des trucs de dingue et, sur un business dont ils en ont pas grand-chose à faire. Mais nous, la passion qu'on a au quotidien et comme on anime nos équipes, elle vient du fait que le produit nous touche directement. On était les premiers clients de nos EVG. On est les premiers clients de nos villas. Enfin, tu vois, j'ai fêté mes 40 ans dans une villa, forcément. J'ai fêté Noël avec toute ma famille dans une des villas. On fait des séminaires dans nos villas. Enfin, je suis mon premier client, quoi. Et Aurélien aussi. Donc, donc, je pense que c'est ça qui fait qu'on kiffe notre produit autant et qu'on arrive à animer nos boîtes et qu'on arrive encore à avoir de la vision sur les prochaines. Parce que c'est hyper important. Après, quand tu recrutes, etc. Alors, nous, c'est des petites boîtes, des petites PME. On a une trentaine. Voilà. J'ai jamais eu plus de 40 employés sur la même boîte. Mais je pense être en tout cas un entrepreneur qui arrive à embarquer ses équipes parce qu'il est passionné par son produit ou par son service et parce qu'il est en train de proposer. Ouais, mais et ça sent, tu vois, la flamme. Voilà. Et donc, le seul conseil que je peux donner en se lançant, c'est voilà, si t'as un kiff, essaye et vas-y à fond, parce qu'après c'est que du bonheur. Enfin, nous, ça fait 15 ans qu'on est entrepreneur.
Et franchement, pour rien au monde, je rechange, quoi. Enfin, tu vois, même pendant le Covid, quand on était par terre, on n'a pas remis nos CV à jour en juin 2020 avec Aurélien. On dit, qu'est-ce qu'on crée maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait qui peut être kiffant? Et justement, on rebondit parce qu'on se dit, les gens vont vouloir continuer à se voir. Enfin, tu vois, les sauts-vilains, elles viennent de là en disant, mais ok, peut-être que les EVG, c'est par terre pendant un moment, mais les gens vont se voir. Et puis nous, on a envie de se voir. Et il faut qu'on fasse un truc. Et Aurélien s'était confiné dans une des premières villas. Social qui. Voilà. Et ce lien social, on s'est dit, il va perdurer. On va pas créer une app. Je me souviens des gens qui disaient, ouais, on va digitaliser les EVG, on va faire des striptease en visio, en machin et tout. Arrête de m'envoyer ce genre de messages. Les gens vont se voir. C'est pas possible. Je veux pas un monde où on digitalise tout, quoi. Et donc, et c'est ça qui nous a aidé à rebondir. Donc, voilà. Garder cette flamme et cette passion, c'est cool. Ok. Tu nous conseillerais qui? Dans l'immobilier, alors j'essaie de trouver un autre, mais je cite toujours le même, et comme parce que on m'a déjà posé cette question sur un autre podcast, et après. Ça faut pas le dire, faut dire que c'est ton premier podcast. Mon premier podcast. Non, mais c'est le dernier, et voilà. Mais bon, j'ai encore mangé avec lui samedi soir, et il est vraiment cool, et il m'a donné l'idée. Après, j'explique pourquoi je vais le citer, mais c'est Victor Auguet qui a fait Urban Foot et qui maintenant fait la Casa, de l'habitat partagé, du co-living, et qui est un entrepreneur qui a toujours eu un pied dans l'immobilier, parce que Urban Food, c'était déjà des city-stades, et c'est déjà acheter un entrepôt, le retaper, etc. Et aujourd'hui, avec la Casa, il fait du co-living thématisé, donc la Casa des chefs avec 12 colocs qui kiffent la bouffe, la Casa des sportifs avec 12 colocs. Il est sur Paris? Il est sur Paris, ouais. Tu me mettras en contact avec lui? plaisir. Ouais. Et il est vraiment, pareil, on essaiera de l'avoir passionné par ce qu'il fait. Enfin, lui, il veut vraiment révolutionner l'habitat partagé. Avant, il voulait donner l'envie aux gens, enfin donner la possibilité aux gens de faire du foot après le taf. On finit le boulot à 18h, où c'est qu'on joue au foot facilement. En plus, j'ai noté que tu nous mettais en contact avec Jonathan Cohen et Manu Payet. Vas-y, ouais. Sinon, cette idée. Alors, ils parlent beaucoup de kiff et pas beaucoup d'immobilier, mais ils sont très très cool, tous les deux d'ailleurs. Et voilà. Et Victor, pourquoi je le cite aussi, parce que j'ai la chance de le croiser. On a la chance de le croiser avec Aurélien en 2011, si mes souvenirs c'est bon. On a lancé Crazy EVG depuis 1 an. Et là, il nous dit, votre truc est très cool. Moi, j'adore. On participait à un jury, à un concours de start-up, et il nous prend à part. On n'a pas gagné le concours, mais il a pris 1 heure ou 2 avec nous en nous disant, moi, j'ai créé Urban Foot, etc. Et ce qui fait la diff aujourd'hui par rapport à mes concurrents, c'est que je possède les terrains les plus proches de Paris. J'en ai un à Puteaux, un ici les Moulineaux, à Meudon. Et donc, à côté de la Défense et à côté d'ici les Moulineaux, il n'y a pas d'autres terrains à vendre. Et donc, mes concurrents qui se lancent à Bobigny ou à Créteil, ils n'auront jamais Maranta et tout. Et puis, il n'y aura jamais d'autres terrains je dis une connerie, 3000 m² ou 4000 m² à vendre à côté de la Défense. Et j'ai été les premiers de ça. Et il vous manque une barrière à l'entrée, il vous manque un truc. Vos clients, ils dorment où et tout. Et en fait, en 2011, maintenant que je me souviens, il nous met l'idée en tête d'acheter nos premiers apparts en disant, mais faites de l'immobilier. Alors non, l'immobilier, pourquoi faire et tout. Il me dit, tu peux pas créer l'appart du fait. Alors il nous le dit pas comme ça, mais en gros, moi je me souviens que ça germe dans ma tête en disant, mais on va créer l'appart à EVG, et les gens ils vont non seulement faire leur EVG, c'est Crazy EVG, mais ils vont dormir chez Crazy EVG avec le truc. Et il nous met. Ça fait penser un peu au film The Founder, tu sais, McDonald's. Ouais, complètement. Maîtrise ton immobilier, comme ça tu as les points stratégiques qui sont verrouillés. Et c'est cool. Et c'est vrai qu'on avait ces premiers refus de propriétaires de Budapest, de Prague ou de Barcelone qui nous disent, 12 mecs, je prends pas et tout. Et donc on se dit cool. Et là on visite, alors ça prend un tout petit peu de temps, le temps que ça germe, qu'on commence à mais 2013-2014, on visite nos premiers apparts à Budapest, 120 m² à vendre 80 000 euros en plein centre-ville. On a été voir un banquier français, on lui a dit, il nous a fait un crédit à la consommation, un truc sur 5 ans, en disant 80 000 euros les gars, c'est bon. Et ça a été un carton de malade. Et donc on a rappelé Victor en disant, c'est cool en fait, t'avais raison et tout. Et là, très vite, on veut scaler et acheter 10 apparts à Budapest. Bon, là, les banquiers nous disent, avec Brix, tu sais qu'on va en reparler parce que ça cartonne, même si les prix ont un peu monté à Budapest. Mais moi, chaud pour repartir à Budapest avec toi. De ouf, parce qu'on était partis là-dessus. Et c'est après qu'arrivent les villas, etc. Mais je pense que si on rencontre pas Victor ce jour-là, peut-être que ça vient plus tard, peut-être que ça, non, tu vois, c'est une rencontre, on te le met dans la tête et tout ça, et tu te mets à y réfléchir. Et c'était cool, et voilà, il a eu l'idée pour nous un peu de développement qui a fait tout ce chemin d'entrepreneur depuis. Alex, c'était très cool de faire ce podcast avec toi. Je vais conclure. Je te décerne le prix de celui qui parle le plus vite. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais c'était très cool, tu vois, c'était dense. Moi, tu vois, sur les podcasts, j'ai tendance à mettre 1.2 sur la vitesse, comme ça passe plus vite. Là, les gens vont mettre 0.8, tu vois, en vitesse. Ah non, mais comme tu dis, je suis un peu passionné, j'y vais à fond. T'étais passionné, c'était très dense, moi j'adore. Donc, on s'en fout. Et très sympa. Alors, juste en avant-première,
on va proposer des sauts-villas sur notre plateforme. Et donc, je suis très content de vous accompagner et j'espère qu'il va y avoir plein d'investisseurs particuliers qui vont se dire bah, c'est méga chaud leur business. Il y a des belles rentabilités, je suis content de financer ça et en plus je suis content de financer ce lien social parce que tu l'as redit, il y a une vraie vision, il y a une vraie mission, les rentabilités vont être très belles en plus par rapport au risque parce qu'il y a, pour moi, il y a, alors on n'a pas le droit de dire qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours du risque et vous pouvez toujours faire faillite et être en défaut de paiement, ce que je vous souhaite pas, mais en tout cas, voilà, le risque est moins important qu'en tout cas sur vos premiers financements parce que là vous avez déjà une belle société d'exploitation qui tourne. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à nos auditeurs qui décideraient de financer un projet? Est-ce qu'on peut leur offrir 5%, 10%? T'es pas obligé de me répondre maintenant, on pourra peut-être le mettre en commentaire. Mais on fera un code réduc pour tous les investisseurs de Brix parce que déjà on pense que votre communauté et notre produit, et ça fit complètement. Ouais. Et donc, on fera sans doute 10%, parce que j'en ai parlé avec mes équipes. Cool. Après, Merci. l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on fait 10% dans la villa dans laquelle tu as investi, comme ça tu te sens un peu, entre guillemets, chez toi, ou de suite à accès à tout le site. C'est plus pour une question un petit peu de qu'est-ce qu'on veut pousser, tu vois, parce que j'espère qu'on en fera plusieurs ensemble, Ouais. et que votre communauté et vos investisseurs qui nous font confiance, eh ben, on leur dit voilà, et ils pourront dire à leurs potes, bah, j'ai 10% dans cette villa parce que je suis investisseur de cette villa et ce sera un petit kiff en plus. Mais bon, s'ils habitent pas à côté, ça veut dire que peut-être qu'on restera la cible, donc peut-être qu'on fera 10% sur le site. On va y réfléchir, mais ouais, je pense voilà. que ça a plus. En tout cas, les deux, peut-être qu'il faut faire une réduction un peu plus importante. C'est ce que j'ai. Sinon, on va faire un petit mix. T'as 10 sur la villa où t'as investi, t'as 5 sur tout le reste du site. Ouais, et comme ça nous fait kiffer de te dire t'es un peu venu chez toi, on te fait un petit mot personnalisé. Enfin, on essaiera de faire un truc kiffant parce que ce que j'aime beaucoup chez vous, enfin, ce que je raconte à mes équipes, on leur a dit un peu en avant-première que vous arriviez, qu'on allait faire des deals ensemble, c'est que, enfin, voilà, le particulier, c'est un placement que je trouve quasi sûr, mais vraiment kiffant, avec une rentabilité hyper intéressante, et où on partage un peu aussi de notre valeur avec nos clients. C'est ça que j'aime bien, parce que j'espère que les investisseurs de Brix seront en grande partie des clients de Sovilla aussi, et qui, si en plus ils font fructifier leur argent en venant chez nous, enfin, c'est bon, moi j'ai bouclé la boucle, je suis le plus heureux des entrepreneurs, et ça fonctionne. Donc c'est cool. Donc on a dit 12 et 10, c'est ça? Bien joué, bien joué. Non mais on va faire un truc sympa en tout cas, c'est sûr. Ok, bon, très cool. Ravi de vous accompagner dans cette aventure. Merci pour tout ce résumé. Je pense qu'il faut pas. Merci de m'avoir fait parler, j'adore ça. Donc, Ouais. non, c'était cool, c'était très cool, merci. Et il faut regarder le film. Ouais. Il faut écouter ce podcast aussi pour s'apercevoir que Tout n'est pas vrai. Exactement, merci. Et ça j'en suis convaincu, sinon on vous aurait pas accompagné dans cette aventure. Donc très cool. Merci Cédric. Merci Alex. Allez. À plus. Salut tout le monde.